Au début de l'année 2023, une vulnérabilité cachée au sein de l'infrastructure navale des États-Unis s'est révélée avec une clarté dévastatrice. Dans plusieurs des chantiers navals les plus vitaux du pays, d'immenses cales sèches, ces structures colossales qui, pendant des décennies, ont constitué la colonne vertébrale de l'entretien des porte-avions, furent soudain déclarées dangereuses. Il ne s'agissait ni de sabotage, ni de négligence, ni de coupe budgétaire. C'est le sol même sous ces installations qui avait cédé, les rendant instables. L'annonce provoqua un choc immédiat à Washington, exposant à quel point le réseau de maintenance de la marine était devenu fragile. Depuis des décennies, la flotte de porte-avions nucléaires est le joyau de la couronne de la puissance navale américaine. Pourtant, ces colosses dépendent entièrement d'un réseau réduit et vieillissant de cales sèches pour rester opérationnels. Aujourd'hui, deux de ces porte-avions, l'USS Ronald Reagan et l'USS John C. Stennis, restent immobilisés bien plus longtemps que prévu. Des réparations censées durer 4 ans s'étendent désormais sur 6 ou 7. Le Stennis, amarré au chantier Newport News Shipbuilding depuis 2021, pourrait ne pas reprendre du service avant la fin de 2027. Voilà un navire de guerre de 13 milliards de dollars, conçu pour projeter la puissance à l'échelle mondiale, qui demeure inactif alors que les tensions internationales s'aggravent. Ce qui rend cette révélation encore plus alarmante, c'est la rareté des cales sèches adaptées. Les États-Unis n'en possèdent que 18 capables d'entretenir leur flotte nucléaire, et avec 4 d'entre elles fermées définitivement, toute marge de manœuvre a disparu. Pire encore, une seule de ces cales peut accueillir les nouveaux porte-avions de la classe Ford. Ces navires de guerre les plus avancés jamais construits, symbole de la suprématie américaine, se retrouvent pratiquement piégés sur une seule côte lorsqu'ils nécessitent un entretien majeur. Les risques sont évidents. Si cette unique cale venait à être indisponible, les porte-avions les plus modernes de la flotte pourraient se retrouver paralysés. Cette réalité nous oblige à mesurer l'ampleur du défi. Les porte-avions sont des machines sans équivalent dans le monde. L'USS Gerald R. Ford, à lui seul, s'étend sur plus de 335 mètres, soit plus haut que l'Empire State Building. Avec près de 100 000 tonnes en pleine charge, ces géants ne peuvent pas être réparés à la légère. Pour accéder à leurs coques, hélices et réacteurs, il faut littéralement drainer l'océan sous eux. C'est le rôle d'une cale sèche, un exploit d'ingénierie aussi crucial pour la défense des États-Unis que les porte-avions eux-mêmes. La fermeture soudaine de plusieurs cales sèches n'est pas seulement un inconvénient logistique, c'est un avertissement stratégique. La capacité des États-Unis à projeter leur puissance à travers les océans dépend non seulement de leurs navires et de leurs marins, mais aussi de ce réseau caché de cales qui les soutient. La marine connaissait cette vulnérabilité depuis des années, mais elle est désormais exposée au grand jour. La flotte la plus puissante du monde repose sur une base bien plus fragile que la plupart des Américains ne l'imaginent. Les cales sèches ne sont pas de simples installations industrielles, ce sont des merveilles d'ingénierie. Imagine une chambre de béton colossale, assez vaste pour accueillir les navires de guerre les plus avancés au monde, que l'on inonde d'abord pour les recevoir, puis que l'on assèche afin d'exposer leurs immenses coques à un entretien vital. Construire une cale sèche pour un porte-avions revient à ériger un gratte-ciel, mais inversé, sous la surface de la mer. Et pourtant, les États-Unis ne disposent que de 4 chantiers publics certifiés pour travailler sur des navires à propulsion nucléaire. Puget Sound et Pearl Harbor dans le Pacifique, Norfolk et Portsmouth dans l'Atlantique. Pendant des décennies, ces 4 chantiers ont maintenu 18 cales sèches, mais les fermetures de 2023 ont brisé ce fragile équilibre.
C'est ici que la crise s'aggrave. Toutes les cales sèches ne se valent pas. Beaucoup furent construites il y a des générations, conçues pour des porte-avions et sous-marins plus petits, qui ne reflètent plus la taille de la flotte actuelle. Les nouveaux porte-avions de la classe Ford, avec leurs dimensions inédites, leur puissance électrique et leurs systèmes avancés, ne peuvent être entretenus que dans des installations spécialement modernisées. Cette limite structurelle a créé un goulot d'étranglement que personne au Pentagone n'avait totalement anticipé. Les conséquences sont claires. Plus d'un tiers de la flotte de sous-marins d'attaque des États-Unis, 36%, attend actuellement un entretien retardé. Avec la fermeture de 4 cales sèches, ce pourcentage ne fera qu'augmenter. Chaque jour qu'un sous-marin nucléaire ou qu'un porte-avions reste immobilisé pour maintenance est un jour perdu où il ne peut ni patrouiller dans des eaux disputées, ni dissuader les adversaires, ni projeter la puissance américaine. Pour une marine conçue pour une portée mondiale, chaque jour compte. Pour comprendre l'ampleur de ce défi, il faut se tourner vers Newport News, en Virginie. Sur les rives du fleuve, James se dresse. Newport News Shipbuilding, qui n'est pas seulement une installation industrielle, mais le cœur battant de la domination navale américaine. Ici, les navires de guerre ne sont pas simplement construits. Ils sont conçus, imaginés et régénérés. Chaque porte-avions nucléaire de la flotte américaine, depuis les premiers géants de la classe Nimitz jusqu'aux modernes de la classe Ford, a vu le jour dans ces chantiers. Plus encore, Newport News détient un monopole unique dans l'industrie nationale. C'est le seul chantier du pays capable de construire et de recharger en combustible les porte-avions nucléaires. Ce n'est pas simplement un chantier naval, c'est la véritable fabrique de la puissance américaine. Derrière ces murs, ingénieurs et ouvriers façonnent des cités flottantes capables de patrouiller les mers pendant des décennies, portant sur leurs poings le poids de la stratégie globale. La survie de la suprématie navale des États-Unis repose sur des installations comme Newport News et leur capacité est devenue le point de défaillance unique d'un système poussé à l'extrême. Des légendaires géants de la classe Nimitz aux super porte-avions ultra-modernes de la classe Ford, Newport News Shipbuilding a toujours été au centre de l'évolution navale américaine. Mais ce qui s'y déroule aujourd'hui n'a pas de précédent en termes d'échelle et d'ambition. À la fin de 2024, le chantier a réalisé l'une des manœuvres les plus complexes de l'histoire de la construction navale. Déplacer l'USS Enterprise, CVN-80, dans sa gigantesque cale sèche. Ce n'était pas simplement une étape de plus dans un calendrier routinier. C'était un exploit de coordination impliquant l'inondation de la cale avec plus de 100 millions de gallons d'eau pour faire flotter et repositionner la section centrale du navire afin de libérer de l'espace pour son jumeau, l'USS Doris Miller, CVN-81. Au début de 2025, Newport News s'est lancé dans une entreprise jamais tentée auparavant. Construire 2 porte-avions à propulsion nucléaire simultanément dans la même cale sèche. Chacun de ces navires est une forteresse d'acier et de technologie évaluée à 13 milliards de dollars, représentant non seulement une puissance militaire, mais de véritables cités flottantes. Imaginer 2 de ces géants surgir côte à côte permet de mesurer l'immense capacité industrielle nécessaire pour maintenir la suprématie maritime des États-Unis. À la tête de cet effort monumental se trouvent les Smith, vice-président des programmes Enterprise, et Doris Miller. Son constat est sans appel. Il s'agit de la plus grande charge de travail que le chantier ait connue en 40 ans. Actuellement, Newport News a 20 porte-avions et sous-marins à divers stades de construction ou de réparation, répartis sur 550 acres et avec le soutien de 25 000 travailleurs spécialisés.
Et malgré cette vaste main-d'œuvre, la pression est immense. Le chantier a été contraint de sous-traiter une partie de la construction des porte-avions à Fairlead, une installation privée à Hampton Roads, quelque chose d'impensable il y a seulement quelques années. Cette stratégie des deux navires est à la fois une innovation audacieuse et un pari critique. D'un côté, elle accélère le calendrier de livraison de la prochaine génération de super porte-avions, garantissant que la marine américaine conserve son avance dans une ère de compétition mondiale croissante. De l'autre, elle pousse la capacité logistique et humaine de Newport News à ses limites. Ce qui ressortira de cette expérience définira non seulement l'avenir de la flotte de porte-avions des États-Unis, mais aussi le modèle même de la manière dont leur puissance navale sera soutenue au 21e siècle. Concevoir une fois, construire deux fois est devenu la devise de Newport News, mais tandis que la côte Est supporte le poids de la construction simultanée de deux porte-avions, la côte Ouest fait face à sa propre crise. En janvier 2023, la Marine annonça une décision qui ébranla toute la flotte du Pacifique. Après des études sismiques au chantier naval de Puget Sound et dans l'installation voisine de sous-marins Trident, les ingénieurs conclurent que 4 des cales sèches, y compris la seule certifiée pour accueillir des porte-avions nucléaires sur la côte ouest, présentaient un risque sismique inacceptable. Du jour au lendemain, la flotte perdit un quart de sa capacité de cales sèches et, avec elle, le filet logistique qui soutenait la projection de puissance américaine dans le Pacifique. Pour une flotte qui se targue de sa portée mondiale, les implications sont graves. Tout porte-avions nucléaire déployé dans le Pacifique qui nécessite un entretien lourd doit désormais parcourir des milliers de milles, soit par le canal de Panama, soit en contournant l'Amérique du Sud, simplement pour trouver un chantier naval adéquat. Le moment ne pouvait pas être pire. L'USS Ronald Reagan, déployée pendant des années au Japon comme principal moyen de dissuasion des États-Unis face à l'expansion chinoise, est revenue en 2024 pour un entretien planifié de 17 mois à Puget Sound. Au lieu de cela, il est entré dans une installation soudainement placée sous examen sismique et dont la capacité est réduite. Le programme de maintenance du Reagan est loin d'être routinier. Il comprend la préservation de la coque, la modernisation des systèmes de combat, le remplacement des immenses portes des ascenseurs à aéronefs et l'installation de systèmes de contre-mesures avancés. Selon le surintendant du projet, Brian Fosio, il s'agit de l'une des dernières grandes périodes de préservation que connaîtra le Reagan, préparant essentiellement ce navire de 2003 à sa dernière décennie de service. Et pourtant, tandis que le Reagan reste en cale sèche, la situation dans le Pacifique devient chaque mois plus instable. La pénurie devient encore plus critique lorsqu'on regarde ce qui se profile. L'USS Nimitz, le premier de sa classe et navire amiral de la flotte moderne de super porte-avions, est également basé à Kitsap. Actuellement engagé dans ce qui devrait être son dernier déploiement avant son retrait, le Nimitz nécessitera un entretien approfondi à son retour. Mais avec le Reagan occupant déjà l'espace limité et d'autres cales sèches hors service, la grande question est de savoir comment la Marine pourra gérer ce chevauchement. Il ne s'agit pas simplement d'un retard d'entretien, c'est une vulnérabilité stratégique. Les États-Unis ont bâti leur domination maritime sur la promesse d'avoir des porte-avions disponibles à tout moment. Pourtant, aujourd'hui, deux de leurs navires les plus emblématiques, le Ronald Reagan et le Nimitz, sont piégés dans un goulot d'étranglement logistique, victimes non pas d'une action ennemie, mais d'une infrastructure en déclin et de la réalité géologique elle-même. Ce qui se jouera dans les prochaines années sur la côte ouest pourrait déterminer si la flotte de porte-avions des États-Unis reste un outil de projection mondiale ou une force limitée par ses propres fondations. Les solutions provisoires de la Marine mettent en évidence l'ampleur de la crise. À la base navale de Kitsap, les ingénieurs démontent et reconstruisent complètement les réseaux électriques, uniquement pour préparer l'arrivée des porte-avions de classe Ford. La facture s'élève à 300 millions de dollars, rien que pour qu'une base puisse accueillir les navires les plus modernes de la Marine. Pendant ce temps, l'USS John F. Kennedy,
dont la livraison est prévue en 2025, restera sur la côte Est pendant des années, incapable de rejoindre le Pacifique où les tensions avec la Chine exigent sa présence. Tout cela parce que l'infrastructure n'est tout simplement pas prête. Ce goulot d'étranglement a contraint le Pentagone à prendre une décision qu'il ne pouvait plus reporter. Le résultat est le projet de modernisation navale le plus ambitieux de l'histoire, le Shipyard Infrastructure Optimization Program, SIOP, doté d'un budget de 21 milliards de dollars et échelonné sur 2 décennies. Son objectif est de propulser les 4 chantiers publics des États-Unis dans le 21e siècle. Mais le projet montre déjà la pression de sa propre ambition. Prenons l'exemple du chantier naval de Pearl Harbor, à Hawaï. En 2018, les estimations pour moderniser ces installations critiques s'élevaient à 6,1 milliards de dollars. En 2022, ce chiffre avait explosé à 16 milliards. Au chantier naval des Portsmouth, dans le Maine, le coût d'une seule cale sèche est passé de 528 millions à 2,2 milliards en seulement 2 ans. Il ne s'agit pas de simples erreurs budgétaires, mais de la preuve de la difficulté monumentale de moderniser des infrastructures construites pendant la Seconde Guerre mondiale pour entretenir des navires à propulsion nucléaire du 21e siècle. Chaque amélioration d'une cale sèche est un exercice d'équilibriste. Les exigences de sécurité pour les navires nucléaires sont inflexibles, tandis que la marine ne peut se permettre de fermer ses chantiers pendant de longues périodes. Cela oblige les équipes à reconstruire des installations entières, tout en les maintenant ouvertes et opérationnelles. Un planificateur naval a comparé cela à une chirurgie à cœur ouvert pratiquée sur un patient qui doit continuer à courir des marathons alors qu'il est encore sur la table d'opération. Les conséquences de l'échec sont claires. Si le SIOP est retardé ou échoue, les États-Unis risquent de perdre la capacité de maintenir leur flotte au niveau qu'exige leur stratégie mondiale. Des porte-avions pourraient rester immobilisés, des sous-marins subir des retards, et la pierre angulaire de la projection de puissance américaine serait érodée non pas par des adversaires étrangers, mais par la rouille, le béton et les câbles obsolètes. Les investissements de la marine révèlent à quel point la colonne vertébrale de la puissance maritime américaine est devenue fragile. En 2022, un contrat unique de 91 millions de dollars a été attribué à ACOM Technical Services, uniquement pour préparer les quais et les cales sèches du chantier naval de Norfolk à l'arrivée des porte-avions de classe Ford. Il ne s'agit pas du prix d'un navire, ni même du coût d'un système d'armes. C'est simplement la dépense nécessaire pour transformer une installation vieillissante et la rendre capable d'accueillir la nouvelle génération de porte-avions américains. Multipliez cela par les 4 chantiers publics et l'on commence à comprendre l'ampleur du défi. Au chantier naval de Portsmouth, Ballinger Shipyards a été engagé pour rénover 2 cales sèches destinées aux sous-marins de classe Virginia. Un autre entrepreneur a pris en charge la tâche de reconfigurer et d'agrandir tout un complexe de cales sèches. Ce ne sont pas des améliorations cosmétiques. Chaque projet exige des années d'études d'ingénierie, des certifications de sûreté nucléaire et l'acquisition d'équipements qui n'existent pas disponibles sur le marché. Dans de nombreux cas, les ouvriers doivent être requalifiés au protocole nucléaire, simplement pour pouvoir accéder au chantier. L'ampleur du Shipyard Infrastructure Optimization Program, SIOP, est stupéfiante. Il ne s'agit pas de colmater du béton ou de réparer des pompes. Il s'agit de réinventer des écosystèmes industriels entiers. Les plans d'usine sont reconfigurés pour améliorer les flux de matériaux et de personnel. Des équipements anciens, dont beaucoup ont été évalués en 2018 comme obsolètes, sans support des fabricants et présentant un risque de défaillance catastrophique, sont retirés et remplacés par des grues, des systèmes électriques et des réseaux de contrôle de dernière génération. Mais voici la dure réalité. Même avec 21 milliards de dollars disponibles, la Marine admet ouvertement qu'elle ne pourra pas couvrir près d'un tiers des périodes de maintenance planifiées pour les porte-avions et les sous-marins d'ici 2040, à moins que le SIOP ne réussisse. Cela signifie que la préparation de la flotte la plus puissante du monde repose entièrement sur un seul programme d'infrastructure, massif et lent.
Et au-dessus de tout cela plane le défi de la classe Ford. Ces porte-avions ne sont pas de simples améliorations incrémentales, ce sont de véritables révolutions en mer. Ils nécessitent des systèmes de soutien totalement différents de ceux des anciens Nimitz. Leur système de lancement électromagnétique d'aéronefs consomme des quantités colossales d'électricité, bien supérieures à celles des navires de précédent. Les cales sèches, qui accueillaient autrefois des navires à vapeur, doivent désormais être équipés de câblages équivalents à ceux d'une centrale électrique, avec des réseaux et des systèmes de distribution modernisés capables de supporter des charges sans précédent. Lorsque l'USS Gerald R. Ford a été livré en 2017, un seul des 18 bassins de Radoub des États-Unis était prêt à l'accueillir. Ce n'était pas une simple négligence, c'était un signal d'alarme avertissant que la marine était entrée dans une nouvelle ère sans disposer de l'infrastructure nécessaire pour la soutenir. Cela n'a pas seulement créé un goulot d'étranglement, mais aussi un effet domino qui s'est propagé à l'ensemble du programme de porte-avions de la marine. Pendant des années, les dirigeants militaires ont affirmé que les nouvelles technologies rendraient les porte-avions plus efficaces. Mais dans la pratique, la classe Ford a révélé les limites même de la base industrielle américaine. L'USS John F. Kennedy illustre parfaitement ce paradoxe. Chaque étape, comme les essais du système de lancement électromagnétique au début de 2024, démontre une supériorité technologique, mais ajoute en même temps complexité et retard. La marine veut un wall-up round, c'est-à-dire un navire livré totalement prêt à opérer avec les F-35 et à soutenir des déploiements mondiaux, sans années supplémentaires de modification. Mais cette norme plus élevée retarde les livraisons, parfois de plusieurs années. La situation devient plus grave encore avec l'USS Enterprise, le troisième porte-avions de classe Ford. Initialement prévu pour 2028, son arrivée a été repoussée à 2029. Ce retard peut sembler n'être qu'un problème de calendrier, mais il déclenche une réaction en chaîne. Les porte-avions plus anciens doivent rester plus longtemps en mer, soumis à des cycles répétés de maintenance uniquement pour combler le vide. Les équipages passent plus de temps déployés loin de chez eux. Les navires fonctionnent au-delà de leurs prévisions et les arriérés de maintenance augmentent chaque mois. Pendant ce temps, l'USS Doris Miller représente à la fois un espoir et un risque. Pour la première fois dans l'histoire, deux super porte-avions à propulsion nucléaire sont construits côte à côte dans le même bassin de Radoub. En théorie, cette stratégie des deux navires réduira les coûts et accélérera les délais. En réalité, elle a nécessité des modifications massives à Newport News et ajouté de nouvelles couches de pression à une main-d'œuvre déjà surchargée. Des milliers d'ouvriers doivent alterner entre les projets, tout en gérant en parallèle les révisions des anciens porte-avions de classe Nimitz. Une telle charge n'avait pas été vue dans la construction navale américaine depuis des décennies. Les implications stratégiques ne sauraient être sous-estimées. À ce moment même, la marine des États-Unis ne fonctionne pas avec 11 porte-avions, mais effectivement avec 9. L'USS John C. Stennis est absent de la flotte depuis 2021 et ne reviendra pas avant 2027. Cela signifie qu'un navire de guerre de 13 milliards de dollars est resté inactif pendant 6 ans, plus longtemps que toute la Seconde Guerre mondiale. Et le Reagan, à peine revenu de son long déploiement au Japon, reste en cale sèche alors que les tensions avec la Chine s'intensifient dans le Pacifique. De plus, le propre calendrier de la marine prévoit qu'après le Stennis, le Truman, le Reagan et même le dernier de la classe Nimitz, l'USS George W. Bush, nécessiteront des révisions de plusieurs années. Chacun d'eux représente un autre porte-avions retiré du service mondial, obligeant la marine à jongler avec une rotation de plus en plus fragile. Pour les adversaires qui observent attentivement, ces failles ne sont pas des détails techniques.
Ce sont des opportunités stratégiques. Chaque année de retard, chaque fermeture de bassin, chaque déploiement manqué reconfigure l'équilibre du pouvoir en mer. L'expansion navale de la Chine transforme ces retards en bien plus qu'un simple inconvénient logistique. Il représente un défi direct à la suprématie maritime des États-Unis. Chaque fois qu'un porte-avions américain reste immobilisé en maintenance, la Chine en profite pour mettre à l'eau de nouveaux bâtiments de guerre, étendre ses bases sur des îles artificielles et affirmer un contrôle accru sur la mer de Chine méridionale. Pendant des décennies, les porte-avions américains ont agi comme des symboles flottants de dissuasion, apparaissant partout où la liberté de navigation était menacée. Mais lorsque ces porte-avions sont hors service, ce symbole perd de sa force. L'USS George Washington a temporairement comblé le vide laissé par le Reagan au Japon, mais même la marine admet que ce n'est qu'une mesure de contention. Le véritable problème n'est pas de savoir où stationner les porte-avions, mais s'il y en a suffisamment prêts à être déployés. Pour pallier ce manque, la marine a prolongé la durée de vie des porte-avions de classe Nimitz de 50 à 55 ans. Cette décision reflète à la fois l'ingéniosité et le désespoir. Conçus en pleine guerre froide, ces navires sont désormais contraints de servir jusqu'aux années 2060, bien au-delà de leurs limites initiales. Chaque année supplémentaire extrait davantage de capacités de machines qui n'avaient jamais été pensées pour durer aussi longtemps. Dans le même temps, la marine poursuit la construction des porte-avions de classe Ford, malgré les retards et l'explosion incontrôlée des coûts. C'est un pari que la modernisation à long terme justifiera la douleur à court terme. La promesse est indéniable. Plus d'efficacité, une réduction du personnel nécessaire et des systèmes de lancement révolutionnaires. Mais chaque retard nourrit les critiques qui affirment que la stratégie américaine des porte-avions est victime de sa propre ambition. Peut-être le changement le plus radical a-t-il été la décision d'étendre des travaux critiques vers des chantiers navals privés. Pendant des décennies, l'entretien nucléaire fut un domaine réservé aux installations gouvernementales et à Newport News. Désormais, par nécessité, des travaux sont sous-traités à des sites comme Fairlead. C'est une révolution silencieuse dans la politique navale. Ouvrir la porte à une participation industrielle plus large dans le soutien de la flotte. L'initiative SCOP, dotée de 21 milliards de dollars, incarne cette transformation. C'est plus qu'un projet d'infrastructure. C'est la reconnaissance que les bassins de Radoub, les grues et la main-d'œuvre spécialisée sont aussi vitaux pour la sécurité nationale que les chasseurs ou les missiles. Ces installations ne feront peut-être jamais la une des journaux, mais elles constituent les artères cachées du pouvoir maritime. Sans elles, même le porte-avions le plus redoutable ne serait rien de plus qu'un amas d'acier et d'électronique en attente de rouiller. La crise des bassins de Radoub aux États-Unis révèle des vulnérabilités, mais elle met aussi en lumière des forces. Oui, l'infrastructure vieillit. Oui, les risques sismiques et les nouvelles It's a recognition that America's naval dominance depends on unglamorous but critical facilities that most Americans never see. These dry docks, with their massive cranes and specialized equipment, are as important to national security as the carriers themselves. As we've seen today, America's dry dock network faces unprecedented challenges, from aging infrastructure to seismic risks to the demands of new technology. But the response, massive investment, innovative solutions, and the dedication of thousands of skilled workers demonstrates the same spirit that has kept America's Navy dominant for decades. The secrets behind America's aircraft carrier repair and launch capabilities reveal both vulnerabilities and strengths. While the challenges are real, the commitment to maintaining the world's most powerful Navy remains unwavering. These dry docks will continue serving as the hidden foundation of American sea power, ensuring that our carriers remain ready to defend freedom
wherever it's threatened. Thanks for joining us on this deep dive into America's naval infrastructure. If you found this information valuable, consider subscribing for more insights into the systems that keep America strong. The men and women working in these shipyards deserve our recognition for their crucial role in national defense.